BX1+. Le face-à-face. Tout de suite, c'est notre débat quotidien. On avait envie de revenir sur la COP26. On vous en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière, mais c'est l'occasion ce lundi de faire le bilan après le week-end de clôture. On va donc se poser la question de savoir si c'est un succès ou plutôt un échec, cette COP26, si les choses avancent et surtout si elles avancent suffisamment vite. On en parlera avec Adélaïde Charlier, qui est cofondatrice de Youth for Climate, une des co-organisatrices des grandes manifestations de ces dernières années, avec Séverine de Lavallée, qui est députée fédérale pour Écolo, et Céline Frémaux, qui est vice-présidente du CDH pour Bruxelles. Avant de leur donner la parole, un petit résumé des conclusions auxquelles les chefs de délégation sont arrivés, Arnaud Bruckner. Alors, de l'avis commun, la COP26 aura un bilan en demi-teinte. Parmi les points positifs, les experts notent des annonces importantes sur la déforestation, avec la promesse d'une centaine d'États de la ralentir, de l'arrêter ou de l'inverser, mais aussi les énergies fossiles, avec le fait qu'on ait mentionné, c'est rare, une sortie du charbon, avec 23 pays dont la France et la Pologne qui ont annoncé vouloir arrêter d'en consommer. Bonne nouvelle aussi, l'accord intervenu en fin de semaine dernière entre la Chine et les États-Unis sur le méthane pour réduire leurs émissions de ce gaz qui reste la deuxième cause de réchauffement climatique. Le tout dans le cadre d'un accord plus large de 105 pays qui ont affirmé vouloir abattre leurs émissions de 30% d'ici 2030. Parmi d'autres annonces, il y a aussi l'affirmation par une trentaine d'États et de constructeurs de cesser la production de véhicules thermiques d'ici 2035-2040, ainsi que le plaidoyer de 45 États pour une protection renforcée de la nature et d'une agriculture plus respectueuse de l'écosystème. Par contre, la COP a aussi enregistré pas mal d'échecs, avec des engagements loin de satisfaire les activistes et les spécialistes en matière de lutte contre la hausse des températures. Beaucoup de militants parlent de greenwashing et de blabla, comme Greta Thunberg par exemple, face à des engagements très faibles selon eux. Voilà, et est-ce qu'on est toujours en mesure de respecter cet engagement de ne pas aller au-delà des 1,5 degré de réchauffement? C'est toute la question. Je vais commencer avec vous, Adélaïde Charlier. Est-ce qu'il y a eu des pas dans la bonne direction ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression qu'on fait du surplace? Je pense que pour la première fois, ce qui est peut-être positif ou rassurant, c'est qu'on a enfin parlé des énergies fossiles et du charbon, donc l'éléphant un peu dans la pièce qu'on n'osait pas pointer du doigt. Mais par contre, en dernière minute, samedi soir, à la fin de la COP26, on a décidé de ne pas parler de la fin des subsides de ce genre d'énergie fossile, mais plutôt d'une réduction lente. Donc ça, clairement, c'est une grande déception et je pense que c'est un peu la goutte qui a fait déborder l'eau du vase. Et donc, pour les activistes, c'est inacceptable. Et donc, c'est une grande déception. Et pour moi, la conclusion de cette COP26, on a choisi l'intérêt des énergies fossiles et des compagnies des énergies fossiles au-delà de la voix de la jeunesse et surtout des personnes déjà touchées par les conséquences climatiques. Ouais. Ça reste des grands powwows et des grands bras de fer diplomatiques, ce genre de COP. Est-ce que vous pouvez envisager que ce qui n'a pas été obtenu cette année puisse l'être dans les prochaines années? Et est-ce que pour vous, on est toujours en mesure de respecter les objectifs de ces accords de Paris, donc ces fameux 1,5 degré, parce que les scientifiques disent qu'au rythme actuel, ça va plutôt être 2 degrés ou 2,3 degrés le réchauffement? Exactement, avec toutes les ambitions mises encore sur la table aujourd'hui, après la COP26, on est toujours à un réchauffement planétaire de 2,4 degrés. On nous promet les 1,5 et voire au-delà des 2 degrés. Donc pour le moment, ces promesses sont encore tombées à l'eau. On n'y est pas. Et je trouve, et peut-être il faut toujours le rappeler, que c'est un privilège de pouvoir se dire qu'on pourra augmenter les ambitions dans les prochaines années, qu'on pourra atteindre ces différents objectifs dans les prochaines années. Donc n'oublions pas que les conséquences climatiques aujourd'hui sont déjà touchées par énormément de personnes. Et c'est ces personnes-là que j'ai rencontrées à la COP. Et donc aujourd'hui, je me rends compte encore plus de cette urgence et j'espère que les leaders politiques pourront faire ça aussi. Alors je vais donner la parole à Céline Frémaux, chef de groupe CDH au Parlement bruxellois. On se rappelle que vous avez été ministre de l'Environnement et du Climat dans une législature passée. Je pose tout de suite le cadre, Céline Frémaux et Séverine de Lavallée. Dans la seconde partie du débat, on va parler du débat entre Belges, si vous voulez bien. Mais je voudrais d'abord avoir un petit mot sur le bilan global, le bilan mondial de cette COP 26. Est-ce que ça va dans la bonne direction, Céline Frémaux, ou est-ce que, comme Adélaïde Charlier, vous êtes déçue? D'abord, je pense que c'est important de rappeler que c'était une COP qui était essentielle dans la continuité de la COP historique de Paris. D'abord, après une crise sanitaire qui a eu pour conséquence de reporter la COP d'un an, avec l'importance aussi des catastrophes naturelles, le retour des États-Unis aussi dans le jeu, entre guillemets, de négociations climatiques et puis les différents rapports scientifiques. Alors, moi, de tout ce que j'ai pu lire, entendre depuis maintenant plus de 24 heures,
je trouve qu'il y a un décalage très important entre l'urgence de la situation et le besoin d'engagement concret de la communauté internationale. On a un pacte de Glasgow qui ne semble pas répondre adéquatement et concrètement à la question de l'urgence climatique. Et donc ce décalage est très prégnant entre l'urgence et la difficulté de négociation et de consensus entre 200 pays. Rien d'étonnant aussi, et on y viendra, vous l'avez précisé, quand on voit qu'on a 4 entités en Belgique qui piétinent, c'est pas compliqué de comprendre les difficultés. Alors maintenant, est-ce que tout est acheté? Non, tout n'est pas acheté. Il y a des aspects positifs. Les aspects positifs, c'est pour moi des symboles. C'est le fait que l'objectif ultime de Paris, à savoir le 1,5 degré, est toujours entre guillemets en vie. Il a l'air de plus s'imposer que les 2 degrés. L'évocation est très légère, mais elle existe, de la fin du charbon et de la disparition des subventions aux énergies fossiles, et un marché carbone qui semble mieux encadré. Maintenant, à côté de ça, il y a quand même des points négatifs sur le financement climatique. Les 100 milliards qui étaient prévus pour 2020 ne seront pas atteints et ils sont même reportés à 2025. Et puis, il y a ce problème pour moi très, très, très marquant de l'absence d'engagement concret de réduction. J'entends les réactions des uns et des autres. J'ai entendu la ministre fédérale du Climat qui dit « l'accord contient des fondations politiques plus ambitieuses ». Mais les fondations, elles existaient déjà en réalité à Paris en 2015. Et donc, c'est intéressant évidemment de répéter, de renforcer ces fondations, mais c'est surtout urgent de les traduire très concrètement. Les fondations, elles sont là. Et si vous me permettez une comparaison, les petits cochons, ils construisent un édifice solide pour tous, mais il faut surtout qu'il ne soit pas trop tard. Oui. Et donc, le loup ne peut pas venir à leur rencontre dans cette configuration-là. Et je trouve qu'il y a une chose qui est quand même marquante, et je terminerai par là, c'est de voir un président de la COP qui est ému aux larmes et qui se dit désolé. Séverine de la Vallée, est-ce qu'on est dans l'ordre du symbolique et de la parole et pas assez dans l'ordre du concret, comme le dit Céline Frémaux ? Oui, moi je ne vous cache pas que j'ai été quelques jours à la COP, j'attendais la cover decision, c'est comme ça qu'on l'appelle, la décision finale, avec impatience et j'ai vraiment eu un sentiment de colère. Je pense que c'est vraiment le mot adapté. Ça fait des mois qu'on s'y préparait, notamment avec les pays du Sud, et donc le résultat final n'est pas à la hauteur des espoirs qu'on y avait mis. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce que Adélaïde Charlet et Madame Frémaux ont déjà mis en avant comme point positif. Je voudrais peut-être juste alors quand même en mettre un ou deux autres en avant et montrer à quel point alors du coup c'est pas si positif que ça. C'est que pour la première fois on fait vraiment le lien entre changement climatique et protection de l'environnement au sens large. Là je pense qu'il y a quand même un pas qui a été mis en avant. La protection de la biodiversité est à l'agenda aujourd'hui et là-dessus on pourra construire. Et puis on a essayé d'avancer aussi non pas seulement que sur le financement climat, mais aussi sur tout ce qui est perte et dommages, qui était un peu le point fort de l'accord de Paris et qui reste le point, qui était le point faible de l'accord de Paris et qui reste le point très faible du pacte de Glasgow. Et donc je retrouve tout à fait Adélaïde Charlier et Madame Frémaux qui disaient que oui, l'ambition est confirmée, mais on ne voit pas clair sur comment on va exactement l'exécuter. On a amélioré le marché du carbone, mais je vous cache pas, ça fait pas rêver. Et maintenant, il va falloir travailler partout où on est pour pouvoir concrétiser tout ça. Alors de la déception, un décalage, et ça ne fait pas rêver. Bon, il y a a priori une unanimité sur le verre qui est plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. On va peut-être faire un petit focus sur la décision ou la position belge et les difficultés à s'accorder entre entités belges, Arnaud Bruckner. Oui, car notre pays n'est pas parvenu à un accord commun entre toutes les entités. Pour rappel, les différents ministres souhaitaient aboutir à un accord intra-belge avec des objectifs clairs à réaliser d'ici 2030, accord qui n'a jamais vu le jour face à l'incapacité de se mettre d'accord, pointé du doigt notamment la Flandre et sa ministre Zoual Demir. Mais notons quand même que notre pays a annoncé s'engager plus activement contre la déforestation avec une enveloppe de 200 millions sur 5 ans, notamment dédiée au bassin du Congo et des montants aussi revus à la hausse en matière de financement climat à destination des pays les plus vulnérables au changement climatique. Alors, on a beaucoup pointé du doigt l'objectif du gouvernement flamand qui annonce un plan avec une réduction du carbone à hauteur de 40%, alors que c'est 47% l'objectif européen. Adélaïde Charlier, est-ce que c'est vraiment la Flandre la seule responsable de ce couac belge et c'est vraiment la Flandre qui est en retard, ou est-ce que vous feriez un petit peu la leçon à l'ensemble des gouvernements belges, y compris le fédéral, y compris la région Bruxelles et la Wallonie? C'est quoi votre point de vue de vous qui est militante pour le climat?
Je pense que déjà, on est en pays et quand on va à la COP 26, on doit pouvoir parler en tant qu'une nation. Et donc déjà, premièrement, c'était gênant de partir à la COP 26 sans plan national. Et donc évidemment, il y a des gouvernements qui bloquent et on doit pouvoir les pointer du doigt. En attendant, n'oublions pas que c'est aussi la responsabilité, par exemple, de notre Premier ministre d'unir ces différents gouvernements et de s'assurer qu'on part avec un accord. Aujourd'hui, évidemment, c'est une déception. C'est aussi peut-être gênant d'avoir vu que notre Premier ministre a parlé devant le monde entier et a dit qu'on devrait suivre l'exemple de la Belgique, alors que la Belgique ne sait même pas s'unir. On a des problèmes internes, clairement, pour pouvoir avancer. On a même une partie de la Belgique qui demande de renégocier les ambitions climatiques à un niveau européen. Donc ça, voilà, c'est le gouvernement flamand. Inacceptable. Inacceptable. Ouais. Et on doit pouvoir les pointer du doigt. Céline Frémaux, est-ce que c'est la Flandre qui est responsable de tout ou est-ce que vous avez une analyse un petit peu différente ? J'ai un avis un peu différent, vous me le permettrez, pour avoir passé plus d'1 an sur le dernier accord intra-belge en 2015. Je pense que c'est un échec cuisant pour 3 raisons. D'abord, symboliquement, par rapport à toutes ces générations qui ont défilé encore le 10 octobre dernier pour dire l'urgence d'un accord intra-belge. Je pense qu'il y a quelque chose d'incompréhensible aujourd'hui dans la situation dans laquelle on se retrouve, en allant se présenter à la COP26 sans un accord, en jetant le gant dès le mardi. La deuxième chose, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'échec sur le plan des ambitions. Il ne faut jamais oublier qu'à un certain moment, on a derrière toutes ces questions du financement toute une série d'enjeux concrets. Ce sont des revenus ETS qui ne sont pas distribués aux différentes entités, donc c'est des politiques qui ne se déploient pas très concrètement. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y a un échec de méthode. Ça vous me permettrez de le souligner. À un certain moment, on ne peut pas agir uniquement en réunissant des collaborateurs dans des pièces. Il faut une méthode. Nous avions tiré les leçons des échecs précédents entre 2009 et 2014. Ça a été 1 an de négociations. Ça a été extrêmement dur les 6 dernières semaines avant la COP 21. Je m'en souviens personnellement, mais ça en valait la peine. Et j'avais dit que je n'irais pas à la COP 21 s'il n'y avait pas d'accord parce que je ne tenais pas à me ridiculiser. Donc maintenant, on doit balayer dans notre porte. Il est urgent d'obtenir l'accord burden sharing avant la fin de l'année pour avoir une vision claire sur le soutien financier aux pays les plus pauvres et puis libérer les fonds pour financer nos propres mesures. Alors, 2 termes de traduction. Burden sharing, c'est la répartition des efforts entre les entités belges et l'ETS, les émissions ETS. C'est une sorte de droit de polluer qui est notamment accordé à l'industrie et qui est également monnayé. Séverine Delaveille, il aurait mieux valu ne pas aller à la COP 26 pour les Belges pour ne pas se ridiculiser. Et est-ce qu'il y a un problème de méthode pour répondre à Céline Frémaux? Alors non, bien sûr que non, il ne fallait pas ne pas aller à la COP pour manquer le risque d'être ridiculisé. Je pense que la Belgique n'a pas du tout été ridicule à la COP. On a pu malgré tout arracher l'accord de pouvoir soutenir l'Europe pour qu'elle puisse rejoindre la High Ambition Coalition. Ce n'était pas gagné et malgré le fait qu'on n'avait pas de burden sharing, donc d'accord sur la répartition des efforts, la Belgique a pu jouer son rôle pour pousser dans le dos toutes les décisions qui devaient être prises. Maintenant, malgré tout, oui, c'est une énorme décision, une énorme déception de ne pas avoir d'accord intra-belge. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Maintenant, il faut bien comprendre que la situation de 2021 n'est pas similaire à la situation précédente. À partir du moment où le paquet Fit for 55, c'est de nouveau un peu technique, mais c'est-à-dire que l'ambition que l'Europe a mise sur les épaules de la Belgique nous a été annoncée l'été dernier et ça laissait un temps relativement court pour les différentes régions et le fédéral pour s'accorder. Alors, le fédéral a depuis 1 an donné ses ambitions qui sont à la hauteur. Les différentes régions bruxelloises et wallonnes se sont montrées tout à fait ouvertes au dialogue. Et oui, la Flandre a bloqué. Il n'y a pas d'autre façon de l'analyser. Pour être tout à fait complet, Séverine Delaveille, pour Bruxelles, on sait qu'il va falloir attendre le plan air-climat. Ce sera pour le mois de mars prochain, pour être vraiment dans le concret à Bruxelles. On avait il y a quelques minutes dans ce studio Silcho Van Acter, chef de groupe NVA, qui disait « Oui, mais ok, mais en Flandre, on a 40%, mais c'est 40% effectifs avec des vraies mesures, alors qu'à Bruxelles, on voit des intentions, il n'y a pas de vraies mesures. » Vous lui répondez quoi ? Mais d'abord, la NVA, ils viennent avec des vraies mesures, mais une partie des mesures dépendent du fédéral. Donc là-dessus, il va falloir déjà aussi clarifier, parce que le fédéral doit faire sa part, et la NVA met sur la table en Flandre des mesures qui relèvent du fédéral. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait des vraies mesures, mais si elles sont insuffisantes, elles sont insuffisantes. Alors, Bruxelles a laissé la porte ouverte. Ils ont effectivement au minimum 40% annoncés pour 2030, mais avec la porte ouverte pour aboutir dans les mois qui viennent, en fonction des efforts des différentes régions.
Donc moi, je pense que le ton a été donné par la région wallonne, la région bruxelloise et le fédéral. Il va falloir qu'on ne peut pas négocier avec des personnes qui viennent avec des termes qui sont fermés. C'est impossible, c'est pas comme ça qu'on se met d'accord à 11 millions de Belges. Alors, on va retourner chez Adélaïde Charlier. On va essayer de ne pas être trop politique et de quitter un petit peu ce registre-là. Adélaïde Charlier, les mesures concrètes qu'on devrait prendre maintenant, quel que soit le niveau de pouvoir, qu'on parle du fédéral, de la région bruxelloise ou de la région wallonne ou flamande, c'est quoi que vous vous attendez du monde politique? Est-ce qu'on doit dire clairement qu'on sort des moteurs thermiques? Est-ce qu'on doit dire clairement peut-être qu'on prolonge le nucléaire? Est-ce qu'on doit dire clairement qu'on doit faire des efforts en termes d'isolation? C'est quoi les mesures concrètes que vous souhaiteriez? Premièrement, je tiens à insister que c'est évidemment pas une jeune de 20 ans qui n'a pas étudié ce sujet-là qui doit pouvoir proposer des solutions concrètes à mettre sur la table pour un pays comme la Belgique. Mais c'est pour ça que Youth for Climate a travaillé avec un panel d'experts, plus de 120 scientifiques. Et ces scientifiques ont mis sur la table 27 recommandations concrètes qu'on peut aujourd'hui mettre en place directement pour atteindre la neutralité carbone ici en Belgique. Donc ces scientifiques y travaillent, les solutions sont sur la table. Et la première chose que notre mouvement prône, c'est évidemment de suivre ces propositions-là mises en place par ces scientifiques. Et évidemment, la première chose que nous, on prône aussi dans notre mouvement, si vous voulez absolument une solution, c'est sortir directement des énergies fossiles et donc sortir et arrêter dès aujourd'hui les subsides vers les énergies fossiles. Céline Frémaux, imaginons que le CDH remonte dans une majorité demain. Vous endossez les 27 propositions de la plateforme Youth for Climate ou pas? D'abord, je ne fais pas de politique fiction, Monsieur Grosfilet. Je suis actuellement dans une autre configuration et je pense avoir initié entre 2014 et 2019 des mesures qui étaient indispensables, notamment en matière de stratégie rénovation. Je crois qu'aujourd'hui, on est réellement au pied du mur. C'est pour ça que je soulignais l'importance de cette COP qui était pour moi réellement essentielle. Il est urgent que les décideurs politiques prennent la mesure des situations. Je ne partage pas l'avis de Séverine Delavelay concernant la question du burden sharing et de l'absence de temps nécessaire. À un certain moment, il y a une volonté, il y a une nécessité de répondre aussi à tout ce qui est porté. Alors Adélaïde Charlier le dit, c'est un travail scientifique, c'est un travail des recommandations précises. Chaque entité va déposer des plans. Je pense que la moindre des choses, c'est de faire écho à ces recommandations. Ouais. Séverine Delavelay, la prochaine étape, c'est quoi? C'est Zakia Khattabi, ministre du Climat, qui va venir faire rapport devant les parlementaires. Il faut que ces dossiers, puisqu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord entre les entités, il faut que ces dossiers remontent sur la table d'un comité de concertation où ce ne seront plus les ministres du climat ou de l'énergie ou de l'environnement qui vont trancher ou négocier, mais que ce soit directement de ministre-président à ministre-président. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait autour de la table Yann Janbon avec Elio Di Rupo, Rudy Vervoort et puis le patronage d'Alexandre De Croo. C'est comme ça qu'on doit faire? Non, alors ce qui se passe, c'est que je pense qu'effectivement le climat implique tout le monde. Donc moi, a priori, tous ceux qui veulent bien se mettre autour de la table avec la bonne volonté pour faire avancer la cause climatique sont les bienvenus. Maintenant, je pense que au niveau, il va y avoir un accord. C'est pas possible autrement. Alors, Madame Frémaux dit qu'elle ne se reconnaît pas dans le problème de temps que je mentionnais. Ce qui se passe, c'est que on aurait pu aboutir à un burden sharing. Simplement, ça n'aurait pas été à l'avantage des Wallons, des Bruxellois et du fédéral. Mais donc, je ne sais pas s'il faut que ça passe par un comité de concertation, mais par contre, ça pose réellement la question de la gouvernance climat en Belgique. Ça, il n'y a pas le moindre doute. Et ça a encore été dit ce matin par nos autorités ici à la Chambre dans le cadre de la fête du roi. Il faut aujourd'hui se poser la question en Belgique de la gouvernance climat. On doit avancer ensemble. C'est la crise la plus importante à laquelle nous sommes confrontés au XXIe siècle. Il n'y a pas moyen d'avancer en ordre dispersé. Et donc, si on peut se mettre d'accord sur le fait que ça touche tous les Belges et toutes les Belges, il va falloir que tout le monde se mette autour de la table et soit de bonne volonté pour être à la hauteur des ambitions. Ouais, même s'il y a beaucoup de politiques qui sont régionalisées, à commencer par la mobilité, le transport, le logement et une partie de l'énergie. Donc ça complique un petit peu les choses si on veut que le fédéral reprenne les choses en main. Dernière question, Adélaïde Charlier, est-ce qu'il va falloir maintenir la pression sur le monde politique? Et est-ce que de votre côté, on a déjà un programme d'action arrêté? Bien sûr, il faut continuer la pression, il faut aller 2 fois plus vite, il faut que les citoyens se mobilisent encore plus massivement et surtout, il faut que les citoyens, comme ils le font déjà pour la plupart, montrent la direction qu'on peut prendre. Donc ça veut dire montrent déjà des solutions qui existent, transitionnent déjà dans leur vie personnelle s'ils ont le privilège de le faire, parce qu'alors à ce moment-là, on aura de plus en plus d'exemples à montrer au monde politique pour dire que c'est possible, c'est réalisable. Donc évidemment, la pression continue et un agenda se crée chez les jeunes pour le climat pour continuer cette pression dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous avez déjà des manifestations, des rassemblements ou des actions prévues ou pas encore ?
Elles arrivent. Vous n'allez pas vouloir me le dire. Je ne saurais pas encore vous le dire. On rentre de la COP26, donc on n'a pas eu le temps de préparer cela. Merci beaucoup Adélaïde Charlier, donc de Youth for Climate, Céline Frémaux du CDH, Séverine de Lavelaye pour Écolo. Merci à toutes les trois d'avoir participé à ce débat. On vous libère parce qu'il est 13h et qu'on avait promis de vous libérer à 13h. On tourne de l'autre côté une petite page de pub et on va vous parler de TikTok.